agricole et les parcours la diminution quantitative et qualitative des ressources en eau. Les régions les plus touchées en Algérie sont les hauts plateaux et la steppe. Celles-ci constituent des zones de transition entre le nord et le sud du pays, environ 70% des terres du nord. Elles constituent de véritables, excusez-moi, parce qu'il y a mon micro. Allô? Je sais pas ce que je n'entends pas. On vous entend, hein? On vous entend sans problème. D'accord. Ok. Alors, je disais qu'elle constitue de véritables potentiels agricoles et assure la sécurité alimentaire du pays. Les changements climatiques peuvent constituer un facteur aggravant de la dégradation de ces régions. Maintenant, on passe au Sahara, qui couvre une superficie de 2 millions d'hectares, soit 85%, avec une population de 3,7 millions d'habitants et une superficie des oasis de 170 000 hectares, avec un nombre de pieds de palmiers de 18,6 millions, avec une production d'1 million de tonnes et 40 millions de dollars par an d'exportation des dattes. C'est dans ce vaste territoire que l'usine UMAR a mis en place un système d'exploitation du milieu afin de faire face à leurs besoins quotidiens pour l'établissement de la stabilité des populations. Ceci a donné naissance à des lieux de vie qui sont l'oasis, dans un milieu naturel, naturellement aussi à une sédentarisation humaine. La répartition géographique des oasis. Les oasis algériennes sont localisées dans 14 wilayas qui sont situées par suite. Et c'est le palmier dattier qui domine la superficie oasienne avec une diversité de 950 cultivateurs, soit 93,27 des palmiers au niveau national. Maintenant, les différents types des oasis. On a les oasis situées dans les dépressions de lacs, dont l'irrigation est extraite de la nappe phréatique. Ensuite, on a l'oasis situé dans les gouttes, dont l'irrigation est puisée par le capillaire. Ensuite, l'oasis de dépression est alimentée en eau par les foulards, par exemple l'oasis de Touat, Gouarara et Tidgilt. Enfin, on a l'oasis fluviale approvisionnée en eau d'Izoued, comme l'oasis de Mzab de Bachar et de Bachar. Le Sahara algérien a connu une forte mutation depuis des années. Depuis des années, les changements sont particulièrement liés à la croissance démographique. Les populations sont essentiellement concentrées dans l'oasis. Cette situation démographique pèse sur la stratégie de développement social au niveau de l'emploi, de l'habitat et de l'instruction et de la santé. Elle pèse également sur la demande des produits agricoles. Ce déséquilibre entre la production agricole et la croissance de la population s'est traduit par une dépendance alimentaire accrue vis-à-vis du nord du pays et de l'extérieur. La steppe, maintenant on entame la steppe algérienne, qui est le cœur de notre thème. Elle est située dans le Castalien du nord et l'Astarien du sud. Elle couvre une superficie de 20 millions d'hectares. La steppe est une formation végétale primaire
ou secondaires basses ou couvertes dans les étages bioclimatiques et désertiques. Les steppes algériennes, comme tous les écosystèmes, se fragilisent lorsqu'ils sont exposés aux plusieurs problèmes qui gênent leur dynamique naturelle. Parmi ces problèmes, c'est la désertification et les changements climatiques, et plus spécialement le réchauffement climatique, qui sont les deux problématiques de notre sujet aujourd'hui. La steppe, elle est caractérisée par un climat qui a une faible pluviosité, une forte amplitude thermique, par des vents violents. La pluviométrie, elle est variante entre 100 mm et 400 mm de précipitations par an qui sont sous forme de pluie orageuse. Elle définit 3 étages bioclimatiques qui sont par suite le semi-aride inférieur, l'aride supérieur et l'aride inférieur. La végétation algérienne se répartit, comme le montre le graphe suivant, en parcours, terres improductives, forêts, maquis et cultures marginales. Les ressources pastorales dans la steppe algérienne. La steppe algérienne elle est caractérisée par 4 espèces typiques qui sont les steppes alpha, Stipa tenacissima, les steppes asparte, les steppes armoises et enfin les steppes arabes plutôt. La désertification qui est le problème majeur dans la steppe algérienne. Elle présente 70% des terres arides et semi-arides de la planète. La désertification, selon le climatologue, c'est l'évolution bioclimatique qui tend à transformer une région en désert. Et selon le pédologue, c'est la diminution du taux de matière organique, la destruction de la structure, la réduction de l'épaisseur des horizons de surface et la mise en mouvement des particules sous l'effet du vent. Et selon les sciences humaines, c'est le résultat des actions anthropozoogènes. Moi, j'appelle ça l'anthropozoogène, c'est l'action de l'homme plus l'action de ces troupeaux. La désertification en Algérie, elle menace 27,4 millions d'hectares, dont 600 000 hectares des terres de la steppe sont déjà désertifiées, alors que 32 millions autres par l'érosion éolienne en zone typique et pré-saharienne, et soit 47% des terres menacées par l'érosion hydrique qui se trouvent dans la région ouest du pays. 2 facteurs majeurs de dégradation sont les facteurs anthropiques qui sont le surpâturage, le défrichement, l'éradication des espèces ligneuses et la sédentarisation des nomades dans les touristiques. Enfin, il y a les facteurs naturels qui sont l'érosion hydrique éolienne et la sécheresse. La menace du réchauffement climatique dans l'Oasis. Schématiquement, le réchauffement climatique pourrait engendrer plusieurs impacts sur les ressources naturelles. Le précorps des palmiers de l'Oasis avec des judicieusement disposés, ni trop serrés, ni trop espacés, la rudeuse macroclimatique est atténuée. L'évolution des températures sur une période de 70 ans entre 1950 et 2020 laisse entrevoir une augmentation de 2,37 degrés
cette tendance qui aura des conséquences sur la flore et la faune, qui est très importante en termes de durabilité. Comme nous l'avons indiqué de plus haut, les stades phénologiques des dattiers répondent à des sommes de température qui doivent être atteintes à des périodes précises. La fertilisation débute et se termine de la mutation. Allô? L'augmentation constante de température provoquerait une atteinte prématurée des indices thermiques, ce qui pourrait affecter la qualité et la quantité des dattes produites. Cette précocité n'est pas forcément de bonne vigueur. Alors, l'Algérie quels sont les dispositifs qui sont mis en place par l'État algérien pour la lutte contre la désertification et les réchauffements climatiques? Face à cette situation, l'Algérie a mis en place de différentes dispositions politiques, stratégiques de développement, projets et programmes de lutte contre la désertification en coordination avec des organismes nationaux et internationaux. Ces dispositifs qui sont un bilan des actions d'aménagement et de développement entre 1967 et 1987 sont des politiques d'amélioration pastorale qui ont porté essentiellement sur les parcours typiques et l'élevage ovin. Ensuite, on a le programme de création de coopératives dont l'objectif et de moderniser l'élevage par la transformation des rapports socio-économiques et la diffusion du progrès technique dans le monde pastoral sur les 3 grandes régions Est, Ouest et Centre. Ensuite, il y a le programme national de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour l'année 2002. Il y a le programme d'action sur la lutte contre la désertification constitue l'abouissement de participation de tous les acteurs concernés, qui sont les autorités locales et la population, dans l'esprit de partenariat. Ensuite, là, il y a la stratégie nationale du développement durable, la préservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles sont intégrées comme axe de cette stratégie, dont l'objectif est de déterminer les actions à mener par les autorités communales en matière de conservation des ressources naturelles. Ensuite, la stratégie nationale en matière de population développement, les jalons d'une stratégie en matière de population développement à l'horizon 2010, des recommandations sont pertinentes, ont été identifiées à l'égard du monde rural qui compte 34% de la population en Algérie. Le plan national de développement agricole vise particulièrement à assurer une meilleure utilisation et valorisation potentielle naturelle, sol et eau, en moyens de toute nature, financière et humaine, assurer la préservation des ressources naturelles pour un développement durable, intensifier la production agricole dans les zones favorables et à la diversification dans le cadre de l'amélioration et la sécurité alimentaire nationale, entendre la surface agricole utile par ces actions de mise en valeur des terres agricoles. Et ensuite, et enfin, améliorer les revenus des populations rurales, qui est très importante d'impliquer la femme rurale qui est l'acteur principal dans ces régions rurales.
Il y a le Fonds de lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe qui aura pour mission la mise en charge totale ou partielle des activités et actions liées à la lutte contre la désertification, la préservation et le développement des parcours, l'organisation et le développement des productions animales en milieu typique et agro-pastoral, la valorisation des produits de l'élevage, la protection, l'amélioration des revenus des éleveurs et des agro-éleveurs et l'organisation du pastoralisme. La stratégie d'adaptation de l'Algérie de lutte contre le réchauffement climatique, l'Algérie a présenté en 2001 sa première communication nationale initiale dans le cadre de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Cette communication nationale intègre les données et les informations relatives aux modifications du climat sur son territoire. Depuis le cadre d'élaboration de la seconde communication nationale qui portera un accent particulier sur les inventaires de gaz à effet de serre, l'évaluation des impacts potentiels des changements climatiques, les options d'adaptation à ces changements et la mise à jour des mesures d'atténuation des émissions. Le programme des Nations Unies pour le développement s'est chargé du suivi du projet et de l'évaluation de la gestion des fonds alloués afin d'assurer une bonne application. En fait, il y a d'autres techniques telles que l'utilisation, l'intégration des données multi-sources, analyse de la gestion de l'environnement et l'accroissement de l'information plurithématique, c'est le programme SIG. Et en conclusion, aujourd'hui, malgré quelques résultats positifs des actions appliquées dans la steppe, la dégradation des parcours typiques se poursuit et les espèces pastorales sont l'élevage d'une part et pour les conditions de vie de la population d'autre part. Nous pensons que les principales erreurs commises sont une absence de vision économique globale intégrant l'aménagement du territoire et le développement durable de cet espace, la prédominance de l'approche sectorielle, le changement brutal de système d'exploitation qui a provoqué la rupture de l'équilibre parcours-cheptel, la sédentarisation et la diminution de la transhumance. Il y a un autre échec qu'on a remarqué, qu'on a constaté aussi, c'est la non-implication de la population qui est un acteur très important dans ces projets. Et un autre volet qui a été négligé dans l'approche du développement durable de la steppe et l'oasis, celui de la non-prise en charge du comportement de la population, principalement dans ces activités de l'espace typique et oasien. Merci de votre attention. Ça a coupé ou c'est moi? Ah, ok. Oui, c'est bon. Je passe maintenant mon cosme solidaire. C'est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais commencer par toutes les informations présentées et vous allez voir qu'il y a énormément de, surtout particulièrement pour ce qui est des erreurs commises, on les retrouve un peu aussi en matière de tourisme.
Donc, je vais parler de l'écotourisme et la représentation que vous avez devant vous ici. Il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique. Et il y a des points de convergence ou des, si vous voulez, entre l'environnement et l'économie, il y a l'écotourisme. Entre le social et l'économie, il y a le tourisme éthique et solidaire, ce qu'on appelle communément le tourisme solidaire. Et entre environnement et aspect social, il y a le tourisme social. Et ce qui rejoint un peu les trois grands aspects, c'est un tourisme durable. Bon, je vais vous présenter ce travail sous forme d'une série de questions. Et je commence par la première. Qu'est-ce que l'écotourisme? Au fait, le concept de l'écotourisme, qui est né vraisemblablement au début des années 80, lorsque la problématique environnementale a commencé à s'imposer comme un futur grave danger pour notre planète, ce que nous vivons actuellement. Au cours des années 2000, le concept d'écotourisme, pour certains spécialistes de la chose, lui ont préféré celui du tourisme solidaire, ou bien encore équitable, ou encore alternatif, au lieu de l'écotourisme. Parce que l'écotourisme, c'était un tourisme qui était, si vous voulez, qui donnait de l'importance peut-être beaucoup plus à l'aspect naturel, alors que le tourisme avait aussi des conséquences sur le social, sur les différents, sur l'aspect naturel, l'aspect social et l'aspect économique. Bon, qu'est-ce qu'un produit écotouristique? On entend par produit dans le tourisme de façon générale la mise en Monsieur tourisme Hamouda, d'une ressource. Monsieur Hamouda, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un bruit de fond derrière vous, non? Oui, je suis dans un lieu où Ah, il y a d'autres personnes. ah, Est-ce que c'est apparemment, non, je vois. perturbe? Ça perturbe certains, apparemment. Je lis des messages, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord. Merci, merci. D'accord. Qu'est-ce qu'un produit écotouristique? On entend par produit dans le tourisme de façon générale, comme je disais, la mise en tourisme d'une ressource qui peut être naturelle, historique, culturelle, par un travail de valorisation, ce que nous avons du mal à bien faire pour ce qui est des gens qui sont dans le domaine du tourisme. La différence entre le produit touristique classique et un produit écotouristique réside dans le soin que nous devons prendre pour ce deuxième type de produit à respecter la nature, les populations locales, les traditions socioculturelles, les lieux visités, l'expression identitaire des territoires visités et enfin le partage équitable des revenus entre les différents acteurs. Tous ces aspects ne sont malheureusement pas pris en ligne de compte par les voyagistes ou le concepteur du produit pour ce qui est de la forme classique du tourisme qu'on connaît. C'est pour ça que les tours opérateurs, n'étant pas très regardants sur ces aspects liés à la préservation, étaient plus dans une exploitation effrénée du filon et très souvent jusqu'à le tarir. Un projet écotouristique est-il viable en Algérie? La notion d'écotourisme ou de tourisme solidaire est en train de faire son petit chemin dans le monde du tourisme. C'est vrai que le tourisme solidaire, qui était un peu, il avait une consonance un peu étrange, commence à faire son petit bonhomme de chemin. Un projet écotouristique est un projet à la base citoyen. Il devrait nous permettre, à travers l'implication des différents acteurs, de nous réapproprier nos valeurs ancestrales de respect de l'ordre, de préservation de notre riche patrimoine, d'améliorer la qualité de nos prestations d'accueil du visiteur. Malheureusement, peut-on parler en Algérie d'activité touristique? Est-ce que ce qui se dit activité touristique dans notre pays
obéit aux normes admises à travers le monde par les différents spécialistes, toutes tendances confondues en matière de tourisme. Et j'ouvre une petite parenthèse ici, c'est qu'il y a lieu très sérieusement de revoir l'activité touristique dans le sens qu'on donne à cette activité touristique pour ce qui est de notre pays. Qu'est-ce qui inciterait un investisseur à se lancer dans l'écotourisme? On sait tous que le tourisme, d'une manière générale, peut être comment dire, l'or bleu ou l'or bleu de demain pour notre pays. Dans l'état actuel des choses, investir dans l'écotourisme en Algérie comporte énormément de risques à cause essentiellement d'un environnement administratif pas très préparé ni initié, particulièrement dans l'intérieur du pays. Les pouvoirs publics Je continue, si vous voulez, dans l'état actuel des choses, investir en Algérie comporte énormément de risques à cause essentiellement de l'environnement administratif, comme je disais, pas très préparé ni initié, particulièrement dans l'intérieur du pays. Les pouvoirs publics centraux et locaux devraient réfléchir rapidement à un sérieux programme de structuration de l'activité touristique. Ça, c'est un peu l'urgence, en veillant entre autres à l'implication des communautés locales et à la prise en compte de leurs usages et des rapports symboliques qu'elles entretiennent avec leur environnement culturel et naturel. Qui est censé entreprendre pour placer un territoire dans une optique d'écotourisme? C'est en adoptant une approche multi-acteurs au niveau du territoire et commencer par faire admettre préalablement à l'ensemble des différents acteurs publics, privés et sociétés civiles du territoire que le développement tout court est l'affaire de tous et que le tourisme ou l'écotourisme dans notre pays ou toute autre forme de tourisme dans notre pays a besoin d'une concertation, de l'innovation, d'un esprit d'entrepreneuriat, de la liberté d'action, de stratégie de promotion de la destination algérienne. Portés par d'authentiques spécialistes nationaux, il en existe, et étrangers. L'environnement administratif actuel dans le pays n'est pas du tout un facteur en capacité d'influer positivement le développement de toutes les formes de tourisme en raison d'une absence de vision stratégique, quand bien même elle existerait sur le papier, mais concrètement elle n'est pas visible, et d'un effort de valorisation des ressources touristiques existantes s'inscrivant dans une perspective de développement et d'attractivité d'un territoire. Quelle peut être la clientèle cible d'un tourisme solidaire ou de l'écotourisme en Algérie? La clientèle cible, elle est très simple. Elle devrait être, dans l'état actuel des choses, algérienne à 100%, plutôt jeune, curieuse et avide de découvrir son pays, loin des clichés et des images tronquées des différents territoires. Une clientèle ayant besoin de s'approprier son pays, son histoire, son génie et en fin de compte se découvrir soi-même dans toute sa diversité. Et là, quels sont les freins qui empêcheraient la pratique de l'écotourisme dans l'état actuel des choses? Pour cela, il faut sérieusement définir la place d'un certain nombre de concepts, tels que la citoyenneté, la décentralisation de la décision, l'approche participative, le multi-acteur. Il est plus que nécessaire d'encourager une participation citoyenne plus active et plus efficace dans les processus de gouvernance et de développement local. Je passe sur
Je passe directement à la question, est-ce que l'Algérie est un pays avec à vocation écotouristique? Absolument, les produits touristiques que pourrait proposer la destination Algérie sont fondamentalement d'essence écotouristique. Au niveau du Grand Sud, des oasis, des hauts plateaux, de la montagne, des parcs naturels ou encore des sites, des différents sites. Le tourisme de masse à travers le monde pour les effets négatifs occasionnés à l'humain et à la nature et en raison aussi d'une prise de conscience des populations locales est en perte de vitesse cette forme de tourisme de masse. Peut-être il y a encore des restes au niveau du balnéaire. Pour peu que les différents acteurs publics, privés et sociétés civiles arrivent à coordonner leurs actions dans toute démarche touchant à l'activité touristique ou écotouristique, et plus spécialement son aspect valorisation, nous ne ferons que corriger et normaliser un secteur qui sera capable de proposer un produit touristique en mesure de pénétrer le marché mondial sans aucun complexe. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Les perspectives du tourisme en Algérie, qui a beaucoup de chances d'être écotouristique, sont très prometteuses et très encourageantes. Pour cela, il faut rapidement se mettre au travail en mobilisant les compétences, en adoptant l'approche programme-projet et en se fixant des objectifs et des résultats à atteindre obligatoirement dans le temps et en privilégiant l'évaluation depuis l'idée de projet en passant par l'identification des problèmes, des résultats, des stratégies et une planification rigoureuse des activités permettant l'atteinte des résultats. C'est aussi simple que ça. La grande question, est-ce que nous le voulons? Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention, chers auditeurs. Merci. Merci à vous, Monsieur Hamouda. Je vous en prie. Madame, est-ce que je peux parler? Est-ce que vous pouvez laisser qu'on finisse les interventions, s'il vous plaît, Jamila? Ok. Ce serait gentil. Ok. Merci. Merci beaucoup. Donc là, je vais partager peut-être mon écran en espérant que la connexion ne nous lâche pas. Amel, je ne t'entends plus. Je ne sais plus si elle est avec nous. Oui, oui, Camilla, je te laisse la parole maintenant pour que tu nous présentes l'agrotourisme. Merci. Vas-y, à toi, Camilla. Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, merci de cette invitation pour ce deuxième webinaire de l'AEDD. Donc, pour rappel, donc, la semaine passée, il y avait un webinaire sur la construction écologique. Donc, juste rappeler le contexte de ces webinaires. Donc, comme l'a souligné Madame Bouizen, donc c'est dans le cadre de l'action Objectif Développement Durable, Oasis Développement Durable, pardon. Et donc, il y aura un appel à projet pour des initiatives émanant de jeunes qui permettront justement, on va dire, de mettre en place des projets innovants dans ces domaines. Et donc, parmi les axes qu'on verra à la fin, donc il y a effectivement l'axe 1 qui est l'écotourisme. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis membre de l'AEDD depuis pas si longtemps que ça, peut-être à peine 3 ans, j'en suis à ma 3e année. Et donc, je crois vraiment au projet, on va dire, solidaires, qui vont vers l'environnement et surtout qui visent à préserver les espaces fragiles. Et je remercie tous les membres et toutes les personnes qui travaillent justement d'arrache-pied pour mener à bien tous ces projets. Voilà. À leur tête, bien sûr, Monsieur Bali, mais également d'autres membres qui sont très actifs cette année. Je ne peux pas tous les remercier parce que je risque d'en oublier certains et je tiens à les saluer par cette occasion. Alors, en ce qui concerne donc notre thème, donc c'est effectivement l'agritourisme. Donc tout à l'heure, Monsieur Hamouda a parlé donc de tourisme responsable et il a expliqué un peu certaines nuances entre les différentes formes. Donc là, l'agritourisme, c'est vraiment une toute petite forme qui s'inscrit dans le tourisme responsable, mais c'est une forme assez spécifique, mais qui pourrait être intéressante puisqu'elle permet de combiner, bien entendu, l'activité touristique, mais également donc l'agriculture, notamment dans des zones qui seraient isolées.
Donc pour notre présentation, donc on va parler un petit peu rapidement du contexte et de la problématique, bien que l'essentiel a été évoqué par mes collègues M. Hamouda et Mme Bouizem. Donc ensuite, on va expliquer rapidement ce que c'est que l'écotourisme et on va présenter en fait les résultats d'une étude que nous avons menée avec mes collègues, donc M. Fawzi Guidouche et Mme Neshoud Lamia. On a donc fait une étude qualitative auprès de professionnels, de chercheurs, d'associations dans le domaine ou en relation avec l'écotourisme. Donc, on va présenter les principaux résultats, puisqu'on va parler d'agritourisme dans le contexte algérien et comment l'agritourisme va permettre d'atteindre, ou peut permettre d'atteindre en tout cas les objectifs de développement durable. Donc, le contexte, donc, c'est un peu ce qu'a cité mes collègues tout à l'heure. Donc, on a une volonté politique de l'Algérie de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, elle a cité, Mme Bouizem, plusieurs programmes nationaux ou également internationaux dans lesquels l'Algérie active pleinement. On a également, dans le plan d'action du gouvernement 2020, des priorités qui sont données pour l'accès à l'eau potable, à l'énergie, la protection des populations vulnérables, l'agriculture durable, etc. Donc, on voit bien que dans les textes ou dans les programmes et dans les projets, il y a cette volonté. La difficulté, elle est justement dans la mise en œuvre ou le réel travail pour l'atteindre. Donc, l'accent a été mis par mes collègues pour ce qui est du changement climatique notamment et la désertification. Donc, j'aimerais également dire que l'agritourisme ou le tourisme durable, de manière générale, peut permettre d'atteindre d'autres objectifs du développement durable. Donc, on peut avoir, par exemple, tout ce qui est relatif à l'égalité des genres. On a également la sécurité alimentaire. On a tout ce qui est relatif à la lutte contre la pauvreté. Donc, tout ça, c'est de réelles préoccupations, donc non seulement internationales, mais également donc, en Algérie, et dont souffrent justement les populations des zones isolées. Donc, le problème dans ces zones isolées, c'est que non seulement elles sont loin, elles sont isolées, mais surtout, elles ne peuvent pas accueillir des grands hôtels ou des grandes infrastructures touristiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser ou qu'elles ne peuvent pas avoir des activités touristiques. Donc, elles vont aller ou elles pourraient aller vers d'autres formes d'activités touristiques qui seraient respectueuses de l'environnement. Donc, depuis quelques années, on voit qu'il y a des initiatives faites en Algérie, notamment par les associations, et c'est pour ça que les collègues insistent et insister sur l'implication de tout le monde, dont les associations, donc à l'image de la EDD par exemple, association dans laquelle je suis membre. Donc il y a des actions qui vont dans ce sens et qui visent justement à développer un tourisme durable. Donc ici, donc la problématique qu'on avait posée lors de cette étude, c'était comment l'agritourisme pouvait atteindre certains objectifs de développement durable. Donc, on avait la réduction des inégalités, accès à l'eau potable, sécurité alimentaire, mode de production et consommation durable. Donc, pour rappel, donc, ce qu'a repris, pour reprendre un peu ce qu'avait dit M. Hamouda, donc le tourisme alternatif, c'est tous les tourismes ou tout tourisme qui va justement être respectueux de l'environnement et impliquer les populations locales. Donc, bien entendu, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres caractéristiques, mais ce qu'on va retenir, c'est que on va avoir l'aspect environnemental qui est important et l'implication et la prise en compte, puisque ça a été cité par ma collègue, on ne prend pas suffisamment en considération les populations locales dans ces activités ou dans des projets, qu'ils soient touristiques ou non. Donc, pour l'agritourisme, donc, on le définit comme étant un acte pour visiter une ferme ou une exploitation agricole, que ce soit pour le plaisir, pour apprendre quelque chose, une nouvelle technique ou une façon de faire, et également, et idéalement surtout, s'impliquer dans les activités de la ferme. Et donc là, ça peut se rapprocher en fait du tourisme solidaire évoqué par mon collègue M. Hamouda. Alors, les avantages par rapport à cette activité sont d'abord, ça permet de diversifier la source du revenu pour l'agriculteur, puisque en plus de son activité agricole, il aura possibilité d'avoir un revenu via son activité touristique. C'est également une façon de protéger le paysage rural. Et ça, parce que très souvent, et ça c'est les personnes qu'on a interrogées qui nous ont dit, les personnes qui sont
qui sont dans l'agriculture ou qui vivent dans une zone isolée, ils souffrent de ça, ils souffrent de solitude et sont tentés d'abandonner leur terre. Donc, cette activité d'agritourisme peut les faire sortir justement de cet isolement, de ce découragement par rapport à ça, et donc éviter la fuite vers des villes plus peuplées. Et l'avantage pour, on va dire, nous, les gens de la ville, c'est une façon justement de nous sensibiliser et de sensibiliser les plus jeunes, donc aux autres régions, à leurs produits, à leur culture, etc. Voilà. Maintenant, il y a différents niveaux d'agritourisme. Donc, on a le type d'agritourisme qui va être passif ou sans travail à la ferme. Donc, dans le premier, par exemple, on va se contenter de visiter d'anciennes exploitations ou d'anciennes fermes, juste pour le plaisir des yeux. On aura une sorte de musée. Donc, il n'y a pas d'activité agricole, mais on va juste voir un petit peu le décor, etc. Pour le deuxième, il y a un contact passif, c'est-à-dire qu'on va dans une ferme, il y a une activité agricole, mais il n'y a pas d'interaction entre le visiteur et la ferme. En ce qui concerne l'agritourisme avec contact indirect, c'est le fait de consommer les produits de la ferme. Donc, par exemple, vous allez à la ferme, mais vous n'allez pas être dans le travail avec l'agriculteur, vous n'allez pas voir comment il fait sa récolte et comment il fait son agriculture et comment il agit. Vous allez, par exemple, consommer des plats faits avec les légumes de son potager, par exemple. D'accord? Donc, et vous avez donc l'agritourisme mis en scène. Donc là, par exemple, il peut, lors de la visite, vous montrer une ou deux actions, une ou deux pratiques qu'il va vous enseigner et vous allez l'acquérir. Mais le tourisme ou l'agritourisme authentique, c'est celui qui se rapproche en fait du tourisme solidaire. C'est-à-dire que la personne qui va pratiquer l'agritourisme, elle va réellement aider le fermier ou l'agriculteur dans son travail. Donc, ce sera un échange. L'agriculteur aura une main-d'œuvre, on va dire, quasi gratuite, puisqu'il sera aidé dans ses activités. En contrepartie, le touriste, lui, viendra vivre une expérience, viendra contribuer aux activités de la ferme en échange d'un repas et de l'hébergement. Donc, voilà ces différents niveaux qui ont été, on va dire, identifiés dans ça. En ce qui concerne l'étude qui a été réalisée, donc on a voulu à travers les personnes que nous avons interrogées sur le territoire national, avoir leur perception par rapport à l'agritourisme et son rôle ou sa relation avec le développement durable. Nous avons également voulu identifier quelles étaient les initiatives existantes ou quelles étaient les régions qui avaient le plus de potentiel pour cela. Et enfin, quel était l'impact de l'agritourisme sur les populations locales. Donc, on a réalisé donc, une étude qualitative, on a fait un guide d'entretien qu'on a transmis à 7 personnes. Donc, parmi ces 7 personnes, comme vous pouvez le voir sur les slides, on a donc des personnes qui sont dans le milieu universitaire et certains, donc 2 personnes, donc on a 2 anciens directeurs du centre de recherche scientifique et technique des régions arides. On a M. Belhamra Mohamed qui nous a quittés malheureusement cette année, Allah yarhamou. On a également Madame Lakhdari, donc, qui était la directrice également du CRSTRA, donc région aride. On a également donc, des personnes qui sont de domaine professionnel et qui sont donc gestionnaires ou fondateurs d'agences de voyage. On a également donc, des associations et des experts dans le domaine des énergies renouvelables et du changement climatique. Donc voilà un petit peu la diversité des personnes qui ont été interviewées dans ce cadre. Donc, pour présenter rapidement les résultats, donc, quand on leur a demandé pour eux ce que c'était que l'agritourisme, bien entendu, c'est toutes les activités donc, qui sont en relation avec l'agriculture, des activités donc, où on va favoriser la consommation bio, où on va vivre la vie de l'agriculteur, mais également une activité qui va prendre en considération les locaux ou les populations locales. Donc, on a ici quelques verbatims. On a ici quelques verbatims de nos interviewés. Donc, par exemple, on vous dit l'agritourisme contribue à l'économie nationale, mais aussi à réveiller le besoin de respecter la nature.
Donc ça, c'est un aspect important. Là aussi, on vous dit que ce n'est pas contradictoire parce que l'agritourisme permet d'assurer un des objectifs de développement durable qui est la sécurité alimentaire, donc zéro faim. On a également la sensibilisation des gens qui ne connaissent pas la campagne, qui ne connaissent pas ces zones isolées, quelles qu'elles soient, partout en Algérie. Ça va leur permettre de comprendre qu'il y a d'autres façons de vivre, plus saines et moins chères. En ce qui concerne la description, ou selon eux, quelles devraient être les caractéristiques de l'agritourisme, ce responsable d'association a été très clair. Il a dit le touriste doit faire partie de la ferme. Ce n'est pas comme à l'hôtel. C'est-à-dire que quand il est dans la ferme, il va travailler avec la personne ou avec l'agriculteur pour justement l'aider et apprendre, parce qu'il y a cette action également d'enseignement et d'apprendre d'avoir de nouvelles connaissances et de savoir-faire locaux. Donc, c'est un réel échange entre le touriste et donc l'agriculteur ou le fermier. Donc, en ce qui concerne l'intérêt pour les locaux, on vous dit donc c'est une façon de mettre un trait d'union entre le rural et l'urbain. Et d'un point de vue, on va dire, économique, comme l'a cité M. Hamouda, parce que c'est un aspect qui compte, c'est qu'il va compléter son activité agricole par une activité touristique. Et ça, c'est également une façon d'atteindre un objectif de développement durable qui est la lutte contre la pauvreté. Voilà. Certains des interviewés ont dit le fait de voir des personnes extérieures, donc des gens de la ville venir pratiquer des activités que j'aurais enseignées, ça peut avoir un effet miroir. Ça veut dire que je peux voir les gens faire ce que je fais et je peux identifier éventuellement des choses, des erreurs, etc., que je pourrais rectifier par la suite. On a également demandé aux personnes, puisque tout à l'heure, M. Hamouda nous parlait de qui éventuellement pourrait être intéressé par l'écotourisme. Bien entendu, on a les locaux. Donc, quand je dis les locaux, ça peut être le tourisme domestique. Et donc, les experts interrogés, les professionnels, les associations ont essentiellement… Bien entendu, tout le monde pense aux jeunes parce que les jeunes, c'est des personnes qui sont en quête d'aventure, qui cherchent, qui n'ont pas peur d'aller dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, etc. Mais ce qui est ressorti des entretiens, c'est qu'on a également des personnes qui seraient plus âgées, à la retraite, qui justement, elles, avaient fait un peu le tour avec leur expérience, peut-être le tour du monde, ou avaient déjà une connaissance des hôtels de luxe, etc. Mais elle était à la recherche d'autre chose. Elle était à la recherche de retour aux sources, de nostalgie, d'aller vers le calme. Et ça, c'est une façon, donc l'agritourisme serait pour eux une façon donc, de se ressourcer par rapport aux autres. Un problème enfin un problème non, c'est ce qui est également intéressant, c'est pour le touriste étranger. Un des responsables de l'agence de voyage, il vous dit, les étrangers, des destinations comme l'Algérie, par exemple, les intéressent parce que c'est des destinations qui ne sont pas trop touristiques. Et à ce moment-là, donc, c'est des endroits, il y a beaucoup d'endroits qui sont restés naturels. Et le touriste étranger est à la recherche et est en quête de cette authenticité et de cette traditionnalité qu'ils ne retrouvent plus forcément dans leur grande ville ou dans leur espace urbain. Donc, maintenant, les endroits, comme on l'a dit, donc c'est vrai que nous, on est peut-être essentiellement centré vers le désert, mais effectivement, il y a d'autres endroits qui pourraient accueillir ce type de tourisme. On a que ce soit dans la Kabylie, Chaouia, donc il y a vraiment beaucoup d'endroits où ces pratiques pourraient être réalisées. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations, il y a pas mal d'associations en Algérie qui le pratiquent à petite échelle. Et l'écotourisme, l'agritourisme ou le tourisme responsable, c'est quelque chose qui doit se pratiquer à petite échelle. S'il y a trop de monde, si on commence à accueillir beaucoup de gens, on va vers la dégradation de l'environnement, on va faire peur même aux populations locales, puisqu'on très souvent, il y a des régions qui se disent, si on sait que dans le désert, par exemple, chaque année, après le passage des touristes à la fin d'année, les catastrophes qui se passent en termes de pollution, etc. Donc, ça, il faudrait également rassurer les locaux par rapport à ça. Donc, pour compléter un peu les recommandations qui avaient été faites par M. Hamouda ou Mme Bouizen,
donc, et renforcer peut-être certaines choses évoquées. Donc, un responsable d'agence de voyage a proposé justement de mettre en place un cadre réglementaire pour assurer justement les mesures d'hygiène et surtout en termes de sécurité. Parce que c'est ce qui peut justement, on va dire, freiner les touristes ou les visiteurs à aller vers un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, bien entendu, il y a un travail, on va dire, complémentaire qui doit se faire entre les différents acteurs, qu'ils soient pouvoir public, qu'ils soient société civile, associations, individuels, citoyens eux-mêmes, mais également une complémentarité par rapport au secteur. Donc, tourisme avec l'agriculture, avec le ministère de la Pêche, etc. Donc, il y a ce travail en commun qui doit être réalisé. Donc, voilà pour les principaux résultats de l'étude. Donc, je fais encore un petit rappel par rapport à l'initiative donc Action AODD. Donc, c'est une action donc, de l'AEDD avec le CNTPP pour proposer des solutions pour préserver les écosystèmes oasiens autour de 4 thématiques. Donc, on a l'écotourisme, l'agroécologie, l'énergie et les matériaux innovants et construction écologique. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport à ça, et si les thématiques d'aujourd'hui relatives à l'écotourisme, vous avez des idées qui sont en relation, donc n'hésitez pas à proposer vos projets pour le challenge qui sera bientôt lancé. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va laisser quelques temps pour le débat. Merci. Merci, Madame Aïtiria, pour cette présentation. De rien. On laisse la parole, en fait, aux participants s'il y a des questions à nous poser. Oui, ils peuvent lever la main, par exemple. Moi, je vois personne lever sa main pour l'instant sur Zoom. Hein. Donc, là, je ne vois pas. Et si quelqu'un veut prendre la parole, oui. Pas de souci. Monsieur Hussein, peut-être que vous voulez dire quelque chose? Oui, effectivement. Je cherchais justement la main pour la lever, mais je ne la trouve pas. Je me suis contentée du micro désactivé. Voilà. Oui, donc merci pour ces présentations très intéressantes. Il y a en effet beaucoup de thèmes à discuter et à enrichir, si je peux dire, à élaborer ou, disons, adapter, si je peux me permettre de dire. Alors, je vais revenir à la première présentation donc, sur l'écotourisme pour demander à Madame Touabet, c'est ça? Et une petite question. Il y a mon micro qui… Oui, c'est moi, je crois que je n'ai pas fait exprès. Ah bon, d'accord. Okay. Merci. Donc, je répète, pour revenir à la première présentation sur l'écotourisme de Madame Touabet, et il y a un point particulier, bien sûr, très important, je dirais même capital pour ces régions, c'est ce qui concerne la lutte contre la sécheresse, où, bon, c'est un terme plutôt ambitieux, mais je dirais plutôt s'adapter pour essayer de stopper ou d'inverser même dans le meilleur des cas. Mais bon, je voudrais revenir à un ancien projet donc, qui avait été lancé autour de certaines bases de Sonatrach. Je suis moi-même un ancien de Sonatrach et donc je connais pas mal d'endroits donc, du Sahara, pour ne pas dire la majeure partie des endroits intéressants. Et donc, il y avait eu des efforts pour développer les agricultures, donc des projets agricoles par silo, à proximité des bases de certaines bases de Sonatrach, dans la région de Gassitouil, Nezla, etc., donc au sud-est de Hassim Saoud. Bon, c'est bien, c'était des projets très intéressants et j'avais été vraiment agréablement surpris en voyant les premières moissons du blé donc, qui avait été cultivé.
sur ces périmètres. Mais est-ce qu'il y a eu des études, des évaluations qui ont été faites donc, sur la rentabilité de ces projets agricoles et sur la faisabilité à long terme? Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Sinon, bon, on peut le faire à travers mail, il n'y a pas de problème. Non, si vous avez d'autres, c'est-à-dire posez vos questions et ensuite on répondra peut-être à toutes vos questions une fois pour toutes, non? C'est comme vous voulez. D'accord. Voilà, oui. Très bien. Je ne veux pas trop monopoliser aussi. Hein. Vous me dites si je dépasse le temps éventuellement ou s'il y a d'autres participants, il n'y a pas de problème. Je peux reprendre après. Pour l'instant, à part Madame Touabet qui va parler peut-être après, je n'ai pas vu d'autres personnes lever la main. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Bien. Alors, je reviens. Donc, je passe à la deuxième présentation de Monsieur Mohamed, qui est aussi très intéressante. Si je peux juste me permettre une petite remarque de forme, il faudrait donc qu'il fasse attention au contraste donc par rapport à la police, la couleur de la police de caractère utilisée. Des fois donc le contraste était très faible et donc bon, c'est vrai qu'on entendait, mais pour ceux qui avaient des problèmes de son, par exemple, ils n'auraient pas pu lire en même temps. Donc ce serait bien d'utiliser une police plus claire. Je passe à la question de la sensibilisation de tous les acteurs pour l'écotourisme. Effectivement, ça c'est la question clé, vitale si je peux dire. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est hors de question de développer le tourisme de masse à l'image de ce qui se fait non pas dans le monde, mais il suffit de voir juste ce qui se fait chez nos voisins, tout simplement parce que nous avons une nature qui est différente et bien sûr, on ne vous entend plus. allô? C'est pas moi qui ai désactivé cette fois-ci. Hein. Non, je ne vous accuse pas. Bon, il y a eu une petite coupure. Bon, ça arrive même en dehors de l'Algérie. Hein. Ok, très bien. Bon, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais bon, je disais donc que nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas de développer un tourisme de masse, au contraire qu'il faudrait catégoriquement s'y opposer, parce que ce serait carrément la destruction de nos écosystèmes, tout simplement parce que nos écosystèmes sont différents et le plus important à faire pour l'exploitation intelligente de ces écosystèmes, et c'est de mettre à profit donc ces écosystèmes sur le plan essentiellement culturel, avant tout, beaucoup plus qu'économique. Donc, c'est-à-dire que cela devrait être orienté à l'enrichissement, enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, à un enrichissement donc, de nos jeunes, donc, que ce soit du nord ou du sud, parce que même ceux qui sont au sud ne connaissent pas forcément ces ces différents écosystèmes. Il suffit qu'ils soient citadins ou d'une autre partie du Sahara pour ignorer totalement ce qui se passe ailleurs. Bien. Donc, il est très important qu'il y ait une implication directe des locaux, donc des acteurs locaux. Ce sont eux les principaux acteurs qui devraient prendre en charge tout cela. Cela n'exclut pas, bien sûr, la participation d'autres gens, de spécialistes dans tous les domaines, hein, pour, disons, superviser ou seconder, si je peux dire, mais l'application et la mise en route donc, de ces projets doit forcément se faire à travers des entreprises et des acteurs locaux, à mon avis, parce qu'ils sont les premiers concernés et ils seront les plus jaloux à préserver justement
excusez-moi le terme, ce fonds de commerce, si je peux dire. Bien. Maintenant, un troisième, disons pour la troisième présentation, en ce qui concerne donc l'agritourisme, c'est bien sûr des projets très importants, mais là, il faudra donc faire attention dans ce que je peux dire un problème essentiel, c'est la sensibilisation même donc de ces populations locales. Ce sont eux qui doivent être les premiers concernés pour pouvoir donc mettre en pratique de tels projets et intéresser l'étranger. Mais quand je dis l'étranger, ce n'est pas forcément donc le hors Algérie. L'étranger, c'est tout Algérien qui ne serait pas de ces régions même. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Bien sûr, on peut discuter sur beaucoup d'autres points. Merci. Merci à vous, monsieur Hussein. On va peut-être… Madame Bouizan, vous êtes là? Je ne vous entends plus. Monsieur Hamouda, vous souhaitez répondre à monsieur Hussein? Allô? Oui. Donc, je remercie monsieur Hussein pour son intervention. Elle est très pertinente. Je commencerai par vous demander de m'excuser pour la qualité c'est vrai, de la présentation. La version initiale, elle était très claire, donc on pouvait, c'est les aléas du live, c'est un peu ça. Pour ce qui est des, comment dire, vous voyez bien que dans les trois interventions, il y a un terme qui est revenu dans les trois interventions, c'est les populations locales. Et pour ce qui est de la préservation d'un territoire essentiellement touristique, si on n'implique pas les populations locales, on va vers des catastrophes inimaginables. Et je devais présenter l'exemple d'une ville comme Tozeur en Tunisie, qui était, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, une ville à vocation agricole, où les gens vivaient essentiellement de la palmeraie de Tozeur, c'est-à-dire le palmier et les arbres fruitiers et le maraîchage. La venue du tourisme de façon anarchique, portée par malheureusement des pouvoirs publics qui étaient insensibles au devenir de la palmeraie et des tours opérateurs étrangers qui étaient là pour tirer le maximum sur le filon. Au bout d'une dizaine d'années, Tozeur s'est complètement transformé. Les jeunes qui travaillaient la terre, on l'ont abandonné au profit de postes d'emploi au niveau du tourisme, et ça a créé des fractures au sein de la société locale, quelque chose d'inimaginable. Donc, c'est pour ça que si on veut développer un territoire et développer son activité touristique, les populations locales doivent être les premières à être au devant de la scène. Bien sûr. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Donc, il y a un autre point sur lequel vous avez insisté, c'est que vous étiez un peu, comment dire, sceptique si on mettait en avant l'aspect économique. À mon humble avis, je respecte votre avis, c'est d'essayer de concilier en même temps l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect préservation. Si on arrive à concilier ces trois éléments ensemble, on arrivera comment dire, à présenter un produit touristique qui sera très apprécié. Ça peut être sous la forme de l'agritourisme, ça peut être sous la forme on peut même imaginer d'autres formes de tourisme
où le visiteur peut être initié aux techniques de construction, à la gestion de l'eau, toutes ces, comment dire, le vrai touriste est quelqu'un de prime abord très curieux et il est preneur de ces différentes formes de tourisme qu'on peut imaginer, qu'on peut développer sur différents territoires. Et notre pays est essentiellement un pays qui peut offrir et qui doit offrir un produit d'un tourisme solidaire, responsable. C'est comme ça qu'on peut imaginer notre tourisme de demain. Et je vous remercie. Merci. Merci. Merci, M. Hamouda. On va donner la parole à Madame Touabet qui voulait parler tout à l'heure. Jamila, vous êtes là? Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, je suis. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui, je suis là. Alors, tout d'abord, je suis très, très, très fière d'être parmi ce groupe, on va dire, pluridisciplinaire dans le domaine du tourisme. Parce que moi, vraiment, je suis débutante dans le domaine du tourisme. En fait, je suis présidente d'une association, je travaille dans le domaine de l'handicap. J'ai préparé un projet qui est Handitour, tourisme pour handicapés, qui a fait le buzz, qui a été très, très reconnu à l'échelle mondiale. Et à travers Handitour, je suis entrée dans l'écotourisme international. Et la chose qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est ce que disait Monsieur Mohamed Hamouda à propos du tourisme responsable. Parce que dans l'écotourisme international, on a l'écotourisme responsable et en même temps, ce que vous disiez, tout ce que vous disiez peut beaucoup aider dans le tourisme pour handicapés parce que avant de penser à les extérioriser, c'est-à-dire à les faire sortir hors de l'Algérie, on voudrait les faire profiter de l'Algérie et du tourisme algérien. On doit, pendant le temps du Covid-19, essayer de développer l'écotourisme algérien et essayer d'en profiter entre nous, de le développer entre nous avant d'aller vers l'extérieur. Malheureusement, je l'ai remarqué, c'est peut-être que je me trompe, mais j'avais remarqué que toutes les agences que je connaissais, tous ceux qui sont dans le domaine touristique, font de la publicité pour les pays, pour d'autres pays. On n'a pas développé notre tourisme. Beaucoup moi, entre autres, je ne connais pas tout le tourisme algérien. Je ne connais pas tous les endroits. Timimoun et Jeannette, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que vraiment, je suis fière d'être parmi vous. J'aimerais bien qu'on développe, parce que je suis chef au niveau de chef représentant de l'Algérie au niveau de écotourisme international. J'aimerais bien qu'on puisse développer l'écotourisme de manière à vraiment donner un grand coup de pouce au tourisme algérien, au national et à l'international. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Jamila, merci. Merci. Quelqu'un veut dire quelque chose? Merci. Monsieur Hamouda? Oui. Il y a Madame Touabet qui voudrait avoir votre email, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Voilà, Bien merci. sûr. Merci. Très bien. Monsieur Hamouda, vous êtes parmi mes contacts sur LinkedIn. Je viens de chercher votre profil. Vous êtes parmi mes contacts sur LinkedIn. Madame Jamila, je vous remercie pour ce que vous venez de dire et toute l'émotion qu'on percevait dans votre voix lorsque vous parlez du tourisme et du besoin. Au fait, si j'ai un commentaire à faire sur ce que vous venez de dire, c'est que l'Algérien, il a la chance d'avoir un pays continent.
Et le fait d'avoir un pays continent nous donne cette possibilité, plutôt cette opportunité d'avoir différentes formes de paysages. On a le Grand Sud, qui est un produit unique en son genre par rapport à beaucoup de pays. On a le tourisme des oasis, on a le tourisme des hauts plateaux, on a le tourisme de montagne, on a le tourisme des parcs naturels. C'est-à-dire, notre problème depuis les 60 années qui ont précédé l'indépendance, à ce jour, on n'a pas su tirer profit, que ce soit socialement ou économiquement, de ces richesses, de ces paysages, parce que un pays qui ne prend pas soin de certains paysages, il me vient à l'esprit les balkans du Roufi, par exemple dans la région de Biskra, dans la wilaya de Biskra. Le fait même qu'on n'ait pas pris soin des balcons du Roufi donne à réfléchir sur le gâchis qu'on a fait pour ce pays. Donc, tout est à faire. Et comment dire, la société civile que vous représentez à travers votre association peut apporter énormément au développement du tourisme dans notre pays. Oui. Monsieur Hamouda, je voudrais juste dire une dernière chose. عندنا احنا يقولوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. Peut-être que la pandémie qui nous a coupé du monde, en quelque sorte, va nous donner l'occasion de nous retourner sur nos propres valeurs, notre propre tourisme, tout ce qu'on a de vie. Restons optimistes. Merci. Alors, on va laisser une dernière personne parler. C'est Madame Fahima Tiab. On va lui donner la parole. Et le webinaire touche à sa fin, donc on va lui donner la parole. C'est la dernière personne qui souhaite intervenir. Ah, je crois qu'il y a également Awardash Emma. On va laisser les deux dernières personnes intervenir. On commence par vous, Fahima. Bonjour tout le monde. Merci pour cette rencontre, cette belle rencontre. Écoutez, moi, j'étais contente, enfin, je suis contente de participer avec vous, enfin, en tant qu'auditrice, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment, le tourisme. Sauf que ça me fait très mal d'en parler parce qu'on a vraiment un souci de tourisme déjà, c'est-à-dire avant de parler d'écotourisme, on a un souci avec le tourisme en lui-même. Donc, la wilaya de Béjaïa, on a des paysages, de très beaux paysages, mais qui ne sont pas mis en valeur. Vous parliez, et on parle, je sais qu'il y a un ensemble, de pratiques, si vous voulez, d'application de textes régis par l'État, etc. Comment est-ce qu'ils sont utilisés? Comment est-ce qu'ils sont appliqués? Franchement, en tant que chercheur, parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, le tourisme et plus particulièrement l'écotourisme, je trouve que l'État est absent. L'État est absent et on parle d'un grand problème aussi, c'est-à-dire le non-civisme aussi de la population. Donc, la population, elle n'est pas vraiment sensibilisée dans ce sens. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, les associations qui travaillent dans ce sens se mettent ensemble et essayer déjà, dans un premier temps, de sensibiliser les gens à travers l'utilisation du digital, du storytelling, des pages Instagram, Facebook, etc. Moi, je connais personnellement des gens ici de Béjaïa, ce sont des collègues.
soi-disant développer, enfin, même si c'est pas vraiment quelque chose de grandiose, mais ça pourrait être un début. C'est-à-dire utiliser par exemple via Facebook des expériences concernant des randonnées, de montrer les plages qu'on a ici par exemple à Béjaïa, etc. Moi, je trouve que le digital vraiment c'est une alternative qui pourrait vraiment aider le tourisme déjà dans un premier temps et après par la suite parler aussi de l'écotourisme parce que le tourisme pose vraiment problème. C'est-à-dire même si on parle aussi du Sahara, c'est le même il y a énormément de problèmes qui se posent, tels que par exemple les gendarmes qui vont toujours avec les touristes étrangers qui viennent. Franchement, moi j'ai eu à faire des entrevues avec des gens étrangers, c'est vraiment dérangeant. C'est-à-dire avoir l'escorte en faisant du tourisme, c'est vraiment dérangeant. Donc moi je me dis, il y a un premier travail qui devrait se faire déjà de la part de l'État, vraiment un travail énorme de la part de l'État, et puis aussi un travail sur la sensibilisation des gens par rapport au tourisme et entre autres par rapport à l'écotourisme. Pardon, si je prends beaucoup de temps, je reviens à Madame Aïtihia aussi, Camila Aïtihia, quand elle a parlé de l'agritourisme, moi je crois aussi, oui c'est bien, c'est comment dire, c'est une très bonne proposition. Je crois que l'aboutissement pourrait passer aussi par la sensibilisation des écoles, des élèves à travers les écoles. Ici à Béjaïa par exemple, il y a des fermes qui sont visitées par des élèves, mais c'est à travers des écoles. Et je crois aussi en termes de civisme de population, ça pourrait passer éventuellement aussi par la sensibilisation des gens dès le jeune âge, pardon. Donc voilà, enfin d'une manière générale ce que je voudrais dire par rapport à ces interventions. Merci. Je vous remercie, Fahima. Non, je vous rejoins totalement. D'une part, en ce qui concerne, bien entendu, le travail de sensibilisation qui est à faire. Et vous avez probablement raison de dire pour les adultes, c'est peut-être pour beaucoup, pas pour tout le monde, c'est trop tard parce qu'on sent qu'il n'y a pas cette conscience environnementale, malheureusement, en Algérie. Je parle notamment des adultes. Mais c'est vrai que s'il y a un travail à faire, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un énorme travail, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'espoir avec les enfants. Donc, effectivement, la sensibilisation, si elle passe par les enfants et que si le message passe bien, les enfants, en tant que prescripteurs, si on emploie les mots, des mots marketing, pourraient justement, eux, faire en sorte que leurs parents aillent vers ce comportement et aillent vers ce type de tourisme. Voilà. Merci, Fahim. Quelque chose à ajouter, Monsieur Hamouda, quelque chose à ajouter? Excusez-moi pour… Oui. J'avais un problème de connexion. Ah, j'allais répondre. Oui, oui. Donc, c'est Madame Bouizem, l'intervenante numéro 1. Oui, Madame Bouizem. Oui, je ne sais pas, j'ai manqué peut-être d'autres questions parce que j'allais répondre à Monsieur Hossein à sa question à propos les projets de lutte contre la sécheresse. Oui, allez-y. Donc, effectivement, il y avait un plan national de lutte contre la sécheresse en 2018. Il est en cours, en fait, avec l'élaboration avec la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Il y avait aussi, en fait, d'autres projets qui étaient cités, que je les ai cités, avec des plans et des actions, des programmes. Voilà, et, en fait, ces projets, en fait, c'était pour renforcer la réalisation de la lutte contre la désertification sur les systèmes et les projets sur les écosystèmes en fait, touchés par la sécheresse. En fait, moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur la désertification, spécialement dans la région CPIC de la wilaya de Tlemcen. Donc, il y avait des programmes, des actions, des programmes. Il y avait comme programme, il y a la réalisation des fourrages, il y a des réalisations, en fait, des aménagements des pistes.
Ainsi, il y avait des réalisations et plantations pastorales, réhabilitation des parcours dégradés, dans le cadre de la réhabilitation des parcours dégradés, le déclenchement de la localité et la lutte contre l'érosion et la mobilisation aussi des eaux superficielles. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. On a dit qu'on allait terminer avec la question de Madame Awardesh Emma. Et peut-être que Monsieur Hussein voulait également ajouter un mot de la fin, peut-être parce que je vois qu'il a la main levée. Donc, on vous écoute, Madame Awardesh. Allô, bonjour Oui. tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Merci, parfait. Alors ma question, en fait, tout d'abord, je vous remercie toutes et tous pour votre temps. Les présentations étaient excellentes. J'ai appris beaucoup avec vous. Alors ma question, c'est pour Madame Guédouche. Par rapport à l'agritourisme, sincèrement, moi, ma question peut être très basique. Je souhaiterais avoir à peu près les statistiques ou l'état des lieux, l'état des lieux par rapport à l'agritourisme et comment peut-on utiliser aujourd'hui les résultats de votre étude pour influencer positivement le développement de cet agritourisme en Algérie et comment envisagez-vous en fait ce travail-là et les perspectives de cet agritourisme en Algérie ou bien sur des régions enclavées. Merci. Merci Emma. Alors, en ce qui concerne, donc c'est une étude qualitative, hein, donc les résultats ne sont pas forcément extrapolables. Ce que j'ai présenté là, c'est un article qui va bientôt paraître, donc probablement début du mois de donc 2021, janvier ou février 2021. Donc, je vous l'enverrai, enfin les résultats par rapport à cette étude, je vous l'enverrai, mais c'est une étude, une approche qualitative. Pourquoi c'est une approche qualitative? Parce que comme vous le savez, en Algérie, on a vraiment des difficultés à obtenir des chiffres. Et tous les travaux que je réalise et que je fais dans le cadre de l'agritourisme ou de l'écotourisme, etc., et au regard, même les doctorants, il y en a peut-être parmi qui sont ici, on sait que c'est un domaine qui est encore naissant. Il y a des initiatives d'agrotourisme ou de tourisme responsable ou de tourisme durable en Algérie, sauf que on n'a pas de données, on n'a pas de chiffres par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle on se tourne vers des études qualitatives. Donc actuellement, justement, on a une doctorante qui travaille, elle est avec nous, hein, c'est Manel, je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle travaille sur ça. Donc on conseille toujours de partir sur cette approche qualitative puisque c'est quelque chose dont on n'a pas d'informations. Donc, on interroge des professionnels, on diversifie justement les populations, les experts qu'on a interrogés. Donc, comme vous l'avez vu dans notre étude, on a interrogé aussi bien des responsables d'agences de voyage, donc qui sont sur le terrain. On a interrogé également donc des enseignants, des profs d'université par rapport à ça. On a également interrogé ou interviewé donc des personnes donc responsable des anciens directeurs du centre des régions arides qui est donc situé à Biskra, donc, et bien entendu responsable d'associations. Donc ces personnes-là, c'est à travers leur regard, leur point de vue qu'on essaye d'avoir justement un état des lieux de l'agritourisme ou de l'écotourisme ou du tourisme durable ou responsable en Algérie, parce que ils sont peut-être assez bien renseignés sur les différentes initiatives, parce qu'il y a des initiatives qui se font, mais malheureusement, et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est des initiatives éparses. Il y a quelques actions qui se font à Medjaya, quelques actions qui se font à Biskra, quelques actions qui se font dans le désert, à travers différentes associations. Et en général, ces associations, ou les responsables de ces associations vont le faire dans des endroits qu'ils connaissent bien. Et c'est une bonne chose, parce que comme l'a souligné M. Hussein ou M. Hamouda ou Mme Bouizem, ça doit partir, il doit y avoir ce rapport de confiance avec la population locale. C'est la raison pour laquelle les associations auront tendance à faire ces initiatives dans leur région d'origine. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va y avoir justement cette relation de confiance et cette acceptation de l'autre. Comme l'a dit monsieur, on ne parle pas d'étranger dans le sens étranger international, mais de l'autre, parce que nous-mêmes en Algérie, pays continent, comme l'a dit monsieur Hamouda, on ne se connaît pas. D'une ville à l'autre, on ne connaît pas suffisamment les cultures des autres villes, donc c'est une façon d'aller vers l'autre. Mais pour vous dire, il y a un état des lieux, on va dire, détaillé qu'on a, on n'en est pas
à ma connaissance, on n'en est pas encore là. Et c'est la raison pour laquelle on va d'abord vers ces études-là qualitatives dans ce domaine-là. Voilà. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. De rien, de rien. On a peut-être une… Alors, donc là, OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tu me donnes le mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir été là. Tu m'écoutes, Amel? Oui, bon, je te donne la parole, vas-y. Je pense que… Monsieur Hussein, vous voulez dire quelque chose? Écoutez, moi je vous remercie. J'ai été très content de participer. Je crois que je dirais juste un petit mot, parce que, bon, bien sûr, le temps est limité. Oui. C'est que, en ce qui me concerne personnellement, moi j'ai un très vieux projet donc, que j'avais développé dans le temps dans le cadre de mes activités professionnelles, donc au sein de Sonatrach. C'est l'organisation de séminaires internationaux avec de très grandes associations de géoscientifiques. Et je dirais tout simplement que cet écotourisme est en fait un sous-projet d'un projet qui peut être considéré à l'échelle méga régionale, donc de tout le Sahara, qui serait le géotourisme. Mais pour cela, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Probablement que nous organiserons un autre webinaire sur cela et je pourrai prendre plus largement. Voilà. Très bien, donc, très bien. Merci. Merci à vous. Donc, merci tout le monde. Je vous remercie de votre participation. On n'a pas eu le plaisir d'entendre ces remarques. Allô? Merci de votre temps, de votre participation à notre webinaire. De ma part et de la part de mes deux collègues. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, on entend. Oui, on t'entend. Oui, on entend. Donc, j'espère qu'on a en fait un petit peu expliqué la situation en fait de l'écotourisme face à la désertification et réchauffement climatique. Espérons que les projets à venir qui seront menés pour la lutte contre la désertification et réchauffement climatique, y compris la sécheresse et d'autres facteurs aussi, dans le cadre de l'écotourisme, j'espère qu'ils aboutiront à des résultats en fait positifs. Espérons en fait de prendre en considération les échecs des projets et des programmes précédents. Donc voilà. Donc je vous remercie. Madame Camilla a bien expliqué en fait l'agritourisme. Monsieur Hamouda, il a bien expliqué aussi le tourisme solidaire en Algérie. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et à bientôt au prochain webinaire. Un prochain webinaire, bien sûr. Merci à tous. Monsieur Omar. Au revoir. Il n'est plus, monsieur Omar. Je ne le vois plus. Hein. Je le vois pas. D'accord. Il est parti. Je croyais que j'ai entendu ça. Non, c'est monsieur Mohamed. Au revoir. Ah, d'accord. Okay. Au revoir tout le monde. Et merci encore. Merci, au revoir. Merci, mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.